Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Alors, il y a une masse grand thème et une masse petit thème. Voilà. Donc, quand il y a plusieurs masses, enfin plusieurs systèmes possibles, il faut préciser, hein, quand on écrit le PFD, il faut écrire sur quoi on applique son PFD. Alors, on va commencer par la masse petit thème. Alors, qui me raconte comment s'écrit le PFD sur petit n? Bon, alors c'est Amandine qui va commencer. Qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'exerce sur la masse petit m? La masse petit m, c'est ça. Il y a le poids, voilà. Hein, on risque pas trop de se tromper. Il y a toujours le poids. Et puis il y a quoi? Voilà, la force exercée, c'est ce qu'on appelle la tension du fil. C'est la force exercée par le fil. Bon, on peut dire traction, c'est une force de traction, si on veut. Bon, en tout cas, ça se note avec une lettre T. Bon, T comme tension du fil. Alors, faut se méfier. Le fil, il est en action avec deux masses, donc il faudra peut-être noter différemment l'action du fil sur les deux masses différentes, parce que ça ne sera pas la même orientation. Par contre, la norme de cette force exercée par le fil sur la masse ici, ça sera la même que celle exercée par le fil ici. Hein, ça, c'est propriété des fils idéaux. Bon, donc, Amandine, qu'est-ce que j'écris? PFD est égal à MA. D'après l'exercice, qu'est-ce qu'on va prendre comme accélération? On vous dit pour empêcher le palais de glisser. Donc en fait, l'accélération, c'est 0. Hein, on va se placer à la limite du cas où ça peut glisser, hein, puisqu'on cherche la force minimale à exercer. Donc à la limite, le palais, rien ne bouge encore. Hein, donc égal à 0. C'est statique. Alors, si par exemple je décide que j'ai un axe Y comme ça, orienté vers le haut, qu'est-ce que ça me donne les composantes, Amandine, suivant Y? Là, c'est un cas simple. Hein. Je ne peux pas faire plus simple. Moins P plus T égale 0. Bon, c'est-à-dire moins mg plus T est égal à 0. Donc j'en déduis T égale mg. Voilà, la tension du fil, c'est mg. C'est assez simple à comprendre. Hein. La masse ne bouge pas, donc la force de tension du fil est compensée par son poids. Voilà. Ok. Alors, attention quand même, on verra que c'est pas aussi simple si la masse bouge. Et ça, c'est un a priori qu'on a assez facilement. Si je tire une masse qui est au bout d'un fil, la tension du fil n'est pas égale au poids de la masse. On va voir ça après. Hein. Et quand l'accélération est non nulle, c'est pas si simple que ça. Bon, là, ça va parce qu'on se dit, ça bouge pas. Hein. On est encore à la limite de l'équilibre. À la limite du glissement. Voilà. Ok. Alors évidemment, on ne va pas écrire les composantes suivant x. Il n'y a rien qui bouge et il n'y a aucune force suivant x. Aucun intérêt. Alors on y va pour le PFD sur grand M. Alors, qui est-ce qui me fait le bilan? C'est Ludovic. Attendez, je coche. Oui, mais il a déjà... Je vais prendre un autre, je voudrais un petit peu voir tout le monde. Allez, Clément. Il est où, Clément? Allez, c'est vous qui allez me dire. Vous me faites le bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la masse grand M?
le poids, voilà, bon, on risque pas de se tromper non plus. Alors je fais quand même dans une autre couleur parce que c'est pas la même masse, c'est pas le même poids. Quoi d'autre? Le support, c'est pas une force. Le support, c'est un objet. La réaction du support, elle est comment? On la décompose comment? C'est le vecteur normal. Qu'est-ce qu'on a dit en classe? Quand il y a des frottements, l'action du support, elle se décompose en deux. Comment s'appellent ces deux? RT, son nom c'est réaction tangentielle, qu'on appelle aussi force de frottement, et Rn. Voilà. Alors Rn, comme son nom l'indique, comme la lettre l'indique, c'est normal. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais le faire comme ça, un petit peu. Rn. Et RT, je vais le faire comment? C'est difficile d'orienter, Eden? Voilà, on représente un vecteur horizontal et vers la gauche surtout. Alors pourquoi on sait qu'il est vers la gauche, ce vecteur? Ben, peut-être que pour le voir, il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force encore, Clément? Qui peut bien exercer encore une force? Il suffit de regarder le schéma ou de relire l'énoncé. Alors, Camille? Oui? Le câble, c'est-à-dire comment on va appeler cette force? Oui. Et quelle lettre on va utiliser? T. Donc, la tension du fil, du câble si on veut, c'est une force d'intensité T. C'est-à-dire c'est une force qu'on va représenter par une flèche de même longueur que la précédente. Simplement, elle n'est pas orientée pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va éviter de lui donner exactement le même nom. Je vais l'appeler T'. Voilà. Et donc, propriété des fils idéaux. Hein, je le mets en dessous du PFD, on complétera. Comme on a un fil idéal, T' a la même norme que T. Hein. Voilà. Donc, pour empêcher le solide grand M de glisser, il faut bien que les forces horizontales se compensent. Donc, il faut bien avoir une force de frottement bleue qui parte vers la gauche. C'est clair? Voilà. Ceci dit, Clément, il manque quand même une force dans cette histoire, en regardant un peu l'énoncé. Oui, il va trouver. Qu'est-ce qu'il dit l'énoncé? Regardez, il y a un schéma, il y a un joli dessin. Il n'y a pas un truc qui exerce une force encore? Oui, c'est la question du problème. C'est quelle est la force exercée par la main? Donc je la représente comment? Vers le bas, verticale vers le bas. Voilà. Donc si possible, j'utilise encore une autre couleur. Hop. Verticale vers le bas. Mettons, j'avais mis comme ça. Alors, dernière petite question. Là, j'ai représenté un vecteur vert qui est plus grand que le vecteur orange. Je me suis gouré ou pas? Ou sinon, il faut le faire comment en principe? Alors, le voisin, rappelez-moi votre prénom? Oui. Lucas, allez-y. Voilà. Hein, donc, effectivement, sur la verticale, vous avez deux forces orientées vers le bas qui doivent être compensées par une force orientée vers le haut. Donc la longueur de la flèche verte, c'est la somme des longueurs des flèches orange et jaune. Je ne m'embête pas à faire un truc précis, mais vous voyez que j'ai mis une flèche verte un peu plus longue que la flèche orange. D'accord? Voilà. Alors, justement, on va écrire ça. Au moment où vous faites votre schéma, ce n'est pas très important, hein, mais c'est juste pour ne pas avoir d'a priori. Tout à l'heure,
l'élève qui m'a répondu, il a dit Rn c'est la même chose que P. Non, c'est pas la même chose que P parce qu'il y a une troisième force ici, verticale. Bon alors, j'écris le PFD, hein, donc je reprends toutes les forces. RT plus T' plus Rn plus F plus P. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Égale 0. Parce qu'on est encore à la limite de l'équilibre, hein, à la limite du dérapage. Donc ça ne bouge pas encore. Alors, on veut utiliser la loi de Coulomb. Donc utiliser la loi de Coulomb, ça nous permet de relier RT à Rn. Précisément, on va pouvoir exprimer RT une fois qu'on a Rn. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer d'isoler Rn. Si je veux isoler Rn, allez, j'en étais à Clément encore un petit peu. Pour avoir Rn, il faut que je prenne les composantes du PFD selon... Pour avoir Rn, il faut que j'utilise les composantes du PFD que je viens d'écrire selon quelle direction? Selon Y. Ça me donne quoi? J'écris suivant Rn et vous me dictez suivant Y. Quelles sont les composantes de tous ces vecteurs? Alors, ça, 0, RT, 0, T', Rn, F, et P, moins P. Voilà, ça fait 0. Donc ça y est, j'ai Rn. Rn égale F plus P. Si on veut, c'est F plus Mg. Ok? Alors maintenant, si je me place à la limite du glissement, parce que je veux savoir quelle est la force minimale à exercer, hein, la question c'est F minimale. Donc, à la limite du glissement. Eh ben, je sais que je suis à la limite du glissement quand RT vaut une certaine valeur qui est RT maxi, au-delà de laquelle on ne peut pas aller, c'est ça, maximum. Et ce RT max, allez, dernière question pour Clément, il vaut quoi? C'est la loi de Coulomb. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, c'est mu fois Rn. Sauf que dans cet exercice, le mu, on l'a appelé alpha, pour tromper l'ennemi. Alpha, Rn. Voilà, alpha, c'est le coefficient de frottement. Je vous avais dit dans le cours, souvent, c'est écrit mu, mais il y a aussi des livres, presque la moitié, qui écrivent alpha. Et puis, il y a quelques pourcents de livres où ils écrivent petit f, comme frottement. Bon, voilà. Il faut s'habituer aux différentes notations. Alors, ça nous fait Rn, on l'a ici. Hein, donc, ça nous fait que RT, c'est alpha fois F plus Mg. Alors, est-ce que c'est petit m ou grand m, là? C'est grand M, là? Je n'ai pas fait gaffe, tiens. P, c'est... Attention ici, c'est P, c'est grand Mg. Hein. Voilà. OK? Et donc, comme on l'a déjà écrit tout à l'heure, où est-ce qu'on l'a écrit? Ben non, on ne l'a pas encore écrit. Tout ça, c'était suivant Y. Okay? Alors maintenant, on écrit suivant X. Bon, suivant X, ça nous donne un truc pas trop compliqué. Et Nora, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme force suivant X? Oui, et T'. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve?
voilà, suivant x, moins RT plus T' égale à 0. T', je vous rappelle que T' c'est pareil que T. C'est la même norme. Hein, je l'avais écrit, je ne sais plus, quelque part. J'ai peut-être effacé. C'est là, je l'avais écrit ici. Même norme. Et donc c'est la même chose que RT. Et donc c'est aussi égal d'ailleurs à mg. Voilà, j'entoure ce que j'ai utilisé. Voilà, donc j'aboutis finalement à l'équation. RT, on l'a écrit au-dessus. Alpha facteur de m plus grand mg égale petit mg. Et là, voilà, c'est fini avec ça. D'où f égale quoi? Voilà. Donc petit mg sur alpha et moins grand mg. Il y en a qui ont déjà fait le calcul là, avec les valeurs. On n'a peut-être pas les valeurs. Ah si, on a les valeurs. Alors, application numérique. F égale. Alors, le petit m, c'est tout ce qui est là. Bon, alors c'est pas très compliqué. Allez, Enora, encore une. Quelle est la masse de ce machin-là? Chaque petite masse rouge, c'est 1 kg. 7,5 kg, voilà. 7,5 fois 9,81 sur alpha qui vaut 0,3 et moins grand M qui est 8. 8 fois 9,81. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà calculé tout ça? 330 newtons? Tout à l'heure, ils avaient un truc dans les 160. Combien? 166. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est un exercice où on a deux sous-systèmes. Donc il va falloir écrire le principe fondamental de la dynamique en précisant sur quel système s'appliquent les forces. Oui. Ah, il faudra faire un schéma sur votre copie, hein, dans un DS. Oui, il faut que je vois les forces que vous avez utilisées. Hein. Parce qu'il y en a qui vont oublier des forces, il y en a qui ne vont pas les représenter dans le bon sens. Oui, il faut que je sache ce que vous avez fait. Et puis sur le schéma, il faut préciser les axes que vous utilisez. Vous voyez, il n'y a pas d'axe. C'est à vous de les introduire, les axes. Alors après, c'est un petit peu une question d'intuition. Plus on fait d'exos, mieux on choisit ses axes. Alors, je ne sais pas, par exemple, Timothée, qu'est-ce que vous en pensez des axes? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme axe? Ah bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors surtout, moi ce qui m'intéresse c'est l'axe vertical parce qu'on comprend bien que la masse 2, elle va se déplacer uniquement verticalement. Hein. Voilà. Donc, imaginez par exemple la masse 1, elle est en train de monter. Qu'est-ce qu'elle fait la masse 2? Elle descend. Donc moi je vais mettre, je vais imaginer cette situation-là et je vais mettre un axe Z, mettons, vertical vers le bas. J'aurais pu le mettre vers le haut, hein. Ça ne change pas grand-chose. Et l'autre axe alors? Voilà. J'ai tout à fait le droit d'introduire un axe horizontal, pardon, un axe le long du plan incliné, un axe X, le long du plan incliné. Bon, ça ne fait pas un repère orthonormé, mais tant que je n'utilise pas le théorème de Pythagore, c'est bon. Hein. Donc, pourquoi je mets ça comme ça? Parce que si la masse 1 est en train de monter, bah, la masse 2 est en train de descendre. Donc ici, X grandit, ici, Z grandit. Voilà, j'ai ça en tête, ça va être facile de relier X et Z. Si X augmente d'1 centimètre, Z va augmenter d'1 centimètre. C'est ça.
Mais on aurait pu faire ce qu'on veut. Par contre, ce qui n'aurait pas été très malin de faire, c'est d'introduire un axe X horizontal ici, parce qu'après, le déplacement de la masse, il va falloir relier dans ce cas-là sa coordonnée Z et sa coordonnée X horizontale. Et bon, c'est pas impossible, hein, mais il faut faire de la trigonométrie, c'est un peu embêtant. Voilà. Bon, voilà, je prends ça comme axe. Alors, on a un quart d'heure, ok. J'essaie de vous laisser un petit peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Qu'est-ce qu'on va écrire? Compléter le schéma. Je vais écrire peut-être le PFD. Alors, à votre avis, j'essaie de développer un peu votre intuition. Jaed, quel est le cas le plus simple entre la masse 1 et la masse 2? La masse 2, clairement. Bon. Donc, on va écrire le PFD sur la masse 2. Voilà. Donc, allez-y, si vous êtes rapide, continuez. Hein. Oui, là, dans cet exercice, on ne sait pas si les masses sont à l'équilibre ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une accélération. Il est possible qu'elle soit immobile aussi. Mais comme on ne sait pas, a priori, on introduit des accélérations. X point point, Z point point. Il faut commencer par représenter avec des jolis crayons de couleur que vous avez achetés maintenant les forces qui s'exercent sur la masse 2. On écrit le PFD vectoriellement. On écrit la composante suivant, évidemment, suivant Z. Puis après, on fait la même chose, l'équivalent pour la masse 1. Vos vecteurs force, il faut les faire en couleurs différentes pour chacun et au crayon à papier. Et il ne faut pas faire un schéma de 2 cm². Sinon, on ne peut pas réfléchir sur... bon, la masse 2, c'est pas compliqué, mais la masse 1, il y a des angles. Si c'est des vecteurs qui tiennent sur 1 cm², il y a très peu de chances que vous voyiez les angles et que vous sachiez faire les projections. Déjà, quand je les fais en gros au tableau, vous avez du mal. Donc, j'imagine en tout petit sur votre feuille, ça va être très dur. Alors, sur la masse 2, donc vous avez écrit, quasiment partout là où j'ai vu, vous avez représenté la force exercée par le fil, que vous avez appelé T, d'accord, très bien, et puis le poids. Bon, alors je le fais, j'ai déjà un fil rouge, alors je vais mettre un poids en violet, et puis j'ai la force exercée par le fil, je vais la mettre en bleu. Voilà. Je vais l'appeler T, pour ne pas être très original. Bon, donc vous avez écrit pour la plupart déjà P plus T égale MA. Alors attention, il faut préciser, puisque maintenant il y a deux masses. C'est la masse M2 là. C'est M2 A2. C'est-à-dire c'est M2 fois, alors je vais l'écrire après. Évidemment, l'axe qui nous intéresse, c'est l'axe vertical. Donc on écrit suivant Z. Voilà. Et c'est là que... Alors c'est Mathilde, c'est ça? Quelles sont les composantes suivant Z de P et T? P moins T. Et comment est-ce qu'on va appeler l'accélération de la masse 2? Voilà, Z point point, sauf que c'est pour la masse 2, donc on va précisément... Bon, le 2 n'était peut-être pas obligatoire, c'est tellement évident qu'on parle de cette masse 2, mais voilà, je préfère le préciser. Z2, pour dire c'est pour la masse 2, 2 points, dérivée seconde. Voilà. Alors, on ne sait pas, du coup, on ne sait pas que voter, parce qu'on ne connaît pas encore l'accélération. Mais c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors maintenant, un peu plus dur, on fait la même chose, mais pour la masse 1. Pourquoi c'est un peu plus dur? Parce qu'il y a le plan incliné, donc il y a une force supplémentaire. Alors,
Voilà, je vous laisse le temps de représenter ça. On vous dit sans frottement. Hein. On pourrait faire un exo avec frottement, mais c'est déjà quand même assez compliqué. Alors, ce qui va, à votre avis, la masse 1, elle va se déplacer comment? Le long de x. Donc une fois qu'on aura écrit notre PFD vectoriel, on va juste écrire ses composantes suivant x. Voilà. Alors, je vais représenter le poids en rouge. C'est pas forcément la même longueur que la flèche précédente, puisque c'est pas la même masse. Je viens de dire qu'il y a la réaction du support, mais qu'en même temps, il n'y a pas de frottement. Alors Louis, ça veut dire que la réaction du support, je la représente comment? S'il n'y a pas de frottement. Elle est tangente? Non, pas trop, non. Elle est normale. Il reste que la composante normale. La composante tangentielle, c'est la force de frottement. Voilà. Donc j'ai un truc comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pas représenté comme force? La tension du fil. Voilà. Hop, je représente la tension du fil. Alors je fais en bleu, bon, c'est pas très important, mais je vais l'appeler T'. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un T qui n'a pas la même orientation. Et comme tout à l'heure, il faut se rappeler que T, c'est la même chose que T'. C'est peut-être pas la même orientation, mais c'est la même norme. Bon. Okay. Voilà. Donc, ça y est, je peux appliquer le PFD. Oui? Il n'y a pas de frottement, c'est ça. Donc, la réaction tangentielle est nulle. Donc, je n'ai pas besoin de la représenter. Bon. Alors, j'écris le PFD. Alors, Louis, qu'est-ce que j'écris? Voilà, m1 fois l'accélération de 1. Okay. L'objet 1, il va évidemment se déplacer le long de x, il ne va pas sauter en l'air, sinon de toute façon il n'y aurait plus de réaction du support, tout ça. Il ne va pas s'enfoncer, encore moins s'enfoncer dans le plan. Donc on s'intéresse qu'à son déplacement le long de l'axe x. Donc on écrit suivant x. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant. La première question où il faut faire une projection quelque part. Allez, c'est Théo qui va nous le dire. Quelle est la composante suivant x du vecteur poids? C'est la seule question de géométrie de cet exercice. Que vaut cet angle là, Théo? Non, que vaut l'angle? Que vaut l'angle que j'ai représenté? C'est pas un sinus. Il vaut alpha. Voilà. Alors, ok, on revient sur cette question-là. Quelle est la composante suivant x du vecteur poids? Non. Regardez bien l'axe x, regardez bien le vecteur p. Est-ce que p il tend à pousser l'objet dans le sens de x ou plutôt l'inverse? Eh oui, donc, voilà. C'est-à-dire moins mg sinus alpha. Ok. Bon, le reste, c'est pas bien compliqué. Rn. Quelle est la composante de Rn suivant x? Zéro, puisque c'est perpendiculaire. T'. C'est T'. Voilà. Et donc c'est égal à m1 fois l'accélération suivant x, que je peux noter x 2 points. x1 2 points si je veux vraiment préciser. Voilà. Avec T' qui est égal à T, encore une fois. C'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Okay. Donc, en résumé, allez, je rassemble les deux équations là.
est-ce que je l'ai laissé tout ça au tableau? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a trouvé. Donc, tiens, c'est M1. J'ai oublié de l'écrire. Hop là. J'ai oublié d'écrire M1. Hop, voilà. Donc, ça nous fait M1 X1 2 points est égal à moins M1G sinus alpha plus T, parce que T' c'est pareil que T. Le PFD sur M2, il est juste au-dessus. J'ai trouvé M2 G moins T est égal à M2 Z2 2 points. D'accord ? Donc là, j'ai déjà utilisé le fait que le fil tire de la même façon sur ces deux extrémités. Pourquoi ? Parce qu'on a une poulie idéale et un fil idéal. Fil idéal, ça veut dire qu'il n'est pas extensible, il n'y aura pas d'onde dessus. Et poulie idéale, il n'y a pas de masse, pas d'inertie si on veut. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, pour finir, quel est l'ingrédient que l'on n'a pas encore utilisé et qui va permettre de tout calculer? Quelle est l'équation? Quelle est la propriété, disons, que l'on n'a pas encore utilisée? Parce que là, si on fait le compte des inconnus, il y a combien d'inconnus? 1, 2 et 3. Ça fait beaucoup pour deux équations. Donc il manque une équation. Mais c'est une équation extrêmement simple. Alors c'est bien si vous l'avez, j'aimerais bien que tout le monde y réfléchisse parce que c'est très simple, tout le monde doit y arriver à trouver cette équation. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore écrit? Qu'est-ce qui permet de relier deux de ces inconnus? On a trois inconnus, une de trop. Bon, il y a une équation extrêmement simple qui relie deux de ces inconnus entre elles. Alors allez-y. Voilà. Or, x1 2 points égale z2 2 points. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots, sans équation, pourquoi? Bouge pareil. C'est-à-dire, je le dis autrement, si la masse 1 monte de 1 cm, tout à l'heure je vous l'ai dit, la masse 2 elle descend de 1 cm. Le déplacement sur x, c'est la même chose que le déplacement sur z. Donc la vitesse, donc l'accélération sont les mêmes. Voilà, donc je mets CF, déplacement identique. C'est un fil de longueur constante. Identique, car fil de longueur constante. Voilà, donc grâce à ça, on a trois équations pour trois inconnus, ce qui veut dire que d'ici la prochaine fois, vous finissez tous cet exercice.